Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission préférée. Et oui, on est en plein hiver, c'est de la merde. Comme tout le monde, je me tape mon annuelle dépression. C'est très chiant, mais restons forts jusqu'à ce que les beaux jours viennent nous sauver. Sinon, aujourd'hui, on va parler de super-héros. Car en vrai, ça remonte la dernière fois qu'on en avait parlé, non? Pourtant, il y a de quoi faire avec le nombre colossal de films du genre qui sortent de nos jours. C'est pour cela que j'ai choisi, pour ce 18e épisode du Thermomix, de parler d'un film où à l'époque, ce n'était pas du tout à la mode les mecs en collant. On trouvait ça immature à l'époque. Voyons donc ce que ça donne avec le premier film, X-Men. X-Men est un film américain sorti en 2000 et réalisé par Bryan Singer. Si la dernière fois je vous avais parlé du premier film Batman réalisé par Tim Burton qui avait lancé un engouement mondial pour le Chevalier Noir, ce n'est pas pour ça que tout s'est très bien passé pour les autres films de super-héros. Au contraire, dans les années 90, on a eu droit à un nombre incroyable de films tout pourris, à tel point que plus grand monde ne prenait ce genre bien au sérieux. Dans l'inconscient collectif, les super-héros se contentaient à du divertissement débile pour enfants, ce qui n'était pas totalement faux. Donc quand à la fin des années 80, Stan Lee, l'homme qui a créé la grande majorité des super-héros de la firme Marvel, souhaite lancer une adaptation en film de son comics X-Men avec son collègue Chris Claremont, c'est un peu compliqué. Principalement car déjà les comics X-Men se démarquent des autres comics en abordant des sujets différents de la plupart des autres, à savoir la tolérance, l'acceptation de la différence et la peur de l'inconnu. Ça n'en jouait pas vraiment la plupart des producteurs car va faire un film d'action, de divertissement grand public avec ça. Et aussi car le comics X-Men est également comme la plupart des comics très bordélique. Il y a des centaines et des centaines d'histoires qui s'entremêlent, mais comparé aux autres comics où on se concentre généralement sur un personnage, là on en a une bonne cinquantaine avec des pouvoirs différents, des histoires différentes, bref, personne ne s'y retrouve et personne n'arrive à faire quelque chose avec ce truc. Même James Cameron, qui avait essayé d'écrire quelque chose avec ça, a fini par laisser tomber pour aller travailler sur son projet de film Spider-Man, qu'il abandonnera aussi car c'était trop le bordel. Mais comme en 1994, la série animée X-Men, aujourd'hui culte, connaît un très grand succès, la 20th Century Fox décide d'acheter les droits du comics afin de l'adapter en film. Et c'est là que ça devient chaotique. Des dizaines de scénaristes passent et repassent sur le film, notamment Joss Whedon, le mec qui réalisera plus tard les deux premiers Avengers. Et l'histoire changeait tout le temps. Des personnages étaient ajoutés, puis supprimés. Le plan des méchants changeait lui aussi toutes les 5 minutes. Quand on partait sur un truc, au final non, on devait le changer. On avait une autre idée. Carrément, à un moment, ils avaient eu l'idée que Magneto soit le mec qui ait provoqué Tchernobyl. C'est original. Bref, c'est un bordel complet et personne ne sait quoi foutre avec ce comics. En 1998 sort l'acclamé Blade qui redonne un élan d'espoir en le genre des super-héros. Le projet X-Men est donc relancé, mais ce n'est pas pour ça que les galères s'arrêtent, car même pour le réalisateur, ça a mis des plombes pour trouver quelqu'un qui accepte de bosser sur ce projet. Même Robert Rodriguez a refusé le projet, putain. C'est finalement Bryan Singer, réalisateur très problématique de nos jours, mais qui avait retourné le cerveau de tout le monde à l'époque avec son Usual Suspect, qui accepte de prendre les rênes de ce film, bien qu'il ait refusé 2 fois quand même, c'est dire le niveau de confiance qu'il habitait. En même temps, faut dire qu'il a lui-même avoué qu'il trouvait les comics chiants avant de bosser sur X-Men, donc c'est logique. Mais avec Singer, le projet commence enfin à devenir un peu plus clair. Il arrive finalement avec le scénariste David Hayter à trouver une histoire intéressante à adapter avec ce comics. Il vire plusieurs personnages et en prend d'autres assez secondaires pour les faire devenir plus importants. Même pour trouver des acteurs, au final ça a fait chier, notamment pour le rôle de Wolverine, où après plusieurs rejets d'acteurs très connus, c'est finalement Hugh Jackman, acteur australien inconnu au bataillon, qui est choisi pour ce rôle. Ce qui ne plaît pas du tout aux fans du comics, car je cite, il était trop grand. Oui, on est à ce niveau. Pour ce qui est des autres rôles, sachez que la femme de Will Smith a failli jouer Tornade dans le film et que Sarah Michelle Gellar, que l'on connaît bien sur cette chaîne, vu qu'elle jouait la blonde dans Souviens-toi l'été dernier, non, j'ai pas retenu son nom, dont on a parlé dans le tout premier épisode de la chaîne, auditionna pour jouer Malicia. Et notons aussi la présence de Ian McKellen, lui qui avait déjà tourné avec Bryan Singer et qui jouera par la suite Gandalf dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Mais finalement, après beaucoup de galères, le film sort dans les salles obscures en 2000, donc ni la Mini-Amal, ni moi d'ailleurs, ne sont encore nés, mais pour savoir si ce film n'a pas juste été un énième film de super-héros débile sur la lignée des films de super-héros des années 90, passons au film. Le film commence en nous expliquant le concept de mutation. Et une séquence titre incroyable, sérieusement, regardez-moi ça. Puis, 2 salles, 2 ambiances, on se retrouve en Pologne en 1944, donc vous devinez tous pourquoi, pas besoin de vous faire un dessin. En voyant un portail se détruire tout seul, on comprend que certaines personnes ont des super pouvoirs grâce à cette mutation. On se retrouve ensuite des années plus tard où un soldat essaye de gérer une raclie et y parvient, seulement... Ah.
Merde. On assiste ensuite à une réunion du Sénat sur la condition des mutants où l'on voit Charles Xavier joué par Patrick Stewart de la très connue série Star Trek et son ami Eric, où on voit que là où Charles est confiant quant à la cohabitation des humains et des mutants, Eric lui semble beaucoup plus pessimiste. I'm looking for hope. I will bring you hope, old friend. And I ask only one thing in return. Don't get in my way. En soi, une scène qui représente bien l'opposition du film. On se retrouve ensuite au Canada où une jeune fille seule rentre dans un bar où il y a des combats d'humains dans lequel sévit Anna. Ladies and gentlemen, tonight's winner and still king of the cage, the Wolverine. Mutant qui tape des gens pour vivre. You owe me some money. Come on, let's do it. Let's not do this. I know what you are. You lost your money. You keep this up, you lose something else. Gars, il a battu tous les clients du bar seul à main nue et a détruit la main d'un autre mec en un seul coup de poing. S'il y a bien un mec avec qui il ne vaut mieux pas avoir de problème, c'est lui. Mais comme le mec est con, il commence à agresser Wolverine qui révèle ses griffes, détruit aussi le fusil du gérant du bar et taille sa mère de là. Mais la jeune fille de tout à l'heure s'est planquée dans sa remorque pour qu'il l'aide, mais... Get out. Ah, ça c'est con effectivement. Mais non, bien sûr, Logan accepte de l'aider et la fait monter à bord. On découvre que la jeune fille est en réalité Malicia, la fille qui a failli tuer le gars au début. Wow. What? Suddenly, my life doesn't look that bad. You know, you should wear your seatbelt. Elle a un peu la confiance pour une vagabonde que Logan a gentiment accepté d'aider. Elle va revenir sur la route dans pas longtemps, vous allez voir. Après ça, un mec très chelou et balèze débarque et commence à cogner Wolverine pendant que son camping-car avec Malicia bloqué à l'intérieur commence à prendre feu. Mais juste avant que Wolverine et Malicia meurent, deux autres mecs très chelous débarquent et sauvent nos deux protagonistes. Ce qui n'arrange pas Eric qui a le pouvoir de contrôler le métal, se faisant appeler Magneto. Après ça, on retrouve Logan, toujours inconscient. Putain, même moi il m'a fait sursauter le con. Il s'enfuit et se demande où il a bien pu atterrir vu qu'il est dans un endroit avec un souterrain secret et plein d'enfants. C'est très bizarre cette histoire là. Il tombe finalement sur Charles Xavier qui lui dit qu'il l'a ramené ici avec Malicia afin de lui protéger de Magneto. Et l'on rencontre Tornade et Cyclope, les deux X-Men qui l'ont sauvé. Et aussi Jean Grey, jouée par Frank Jensen, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, je suis désolé. La femme qui faisait le discours au Sénat là au début et que Wolverine a failli tuer par strangulation. What's a Magneto? A very powerful mutant who believes that a war is brewing between mutants and the rest of humanity. The man who attacked you is an associate of his called Sabretooth. Sabretooth? Storm. What do they call you? Wheels? Allez, pas mal celle-là, j'aime bien. Cyclops, right? You wanna get out of my way? Mais par contre, il lui a fait quoi ce pauvre Cyclope là? Le mec il l'a jamais rencontré. Pire, il lui a sauvé la vie et il le bolosse comme ça sans aucune raison. Le respect est définitivement mort ou quoi? On découvre aussi que Logan est amnésique, il n'a pas souvenir de son passé et que Charles Xavier est télépathe et qu'il a construit une école pour mutants afin de les aider à contrôler leur pouvoir et que Magneto cherche à faire disparaître l'humanité car il pense que cette dernière n'acceptera jamais les mutants et en échange de sa coopération, Charles promet à Wolverine de l'aider à retrouver sa mémoire. Pendant ce temps, Mystique, une autre mutante capable de se métamorphoser en une autre personne à l'identique, capture le sénateur du début qui voulait enfermer tous les mutants là et le ramène à Magneto. So, couldn't wait to get my shirt off again, huh? Ce beauf putain. Les X-Men découvrent que Wolverine est le résultat de plusieurs expérimentations faites sur un mutant et qu'il pourrait être bien plus âgé qu'il n'en a l'air. On se retrouve ensuite dans la planque de Magneto où il retient en otage le sénateur et lui montre son invention machiavélique qui fait une énorme explosion. Après que Logan soit toujours en mode d'attaque sur Jean, on apprend qu'elle sort avec Scott, le mec que Wolverine veut démarrer depuis le début là. Good night, Logan. You gonna tell me to stay away from me, girl? Well, if I had to do that, she wouldn't be my girl. Well, then I guess you've got nothing to worry about, do you? Cyclops. Il va tellement la déglinguer en secret le salaud. Après ça, alors que Logan dort, Malicia s'introduit dans sa chambre, bizarre, et surpris, il la poignarde. Les gars, on dirait plutôt qu'elle s'est assise sur un objet suspect, les fesses à l'air. Mais grâce à ses pouvoirs, elle parvient à se guérir car elle peut récupérer les pouvoirs d'un autre mutant lorsqu'elle est en contact avec lui. Dans le cas de Wolverine, sa capacité à cicatriser très rapidement. On découvre ensuite à quoi servait la grosse explosion de Magneto. Elle a transformé le sénateur en un mutant. What the hell have you done to me? Senator, this is pointless. Where would you go? Who would take you in now that you're one of us?
Mais en fait, à quoi il sert ce gars? Parce que depuis le début, toutes les tâches que Magneto lui confie, il les échoue quand même. Bobby, ensuite, le garçon dont Malicia commençait à tomber amoureuse et qui a des pouvoirs de glace, demande à Malicia de dégager, mais surprise, il s'agissait en réalité de Mystique, encore elle. Where is she? Who? Rogue. She's gone. Eh mais dis donc toi, tu peux deviner grâce à tes pouvoirs télékinésiques que Malicia est partie alors que ce n'est qu'au final une élève comme une autre. Mais par contre, quand une mutante alliée de ton pire ennemi s'infiltre dans ton établissement en se faisant passer pour l'un de tes élèves, tu ne remarques rien? Tu ne nous prendrais pas un peu pour des cons là? Charles Xavier utilise donc une sorte de gigantesque GPS télékinésique pour localiser Malicia. Wolverine veut donc partir à sa recherche, mais Charles lui demande de rester, car c'est ce que Magneto attend. Et envoie Cyclope et Tornade la chercher. Mais bien évidemment, Wolverine s'en bat les couilles, emprunte la moto de Cyclope bien sûr, et part la chercher. Une fois à la gare, les potes de Magneto s'y trouvent aussi, commencent alors des scènes d'action un peu ridicule, mais comme Magneto sait qu'il ne peut pas compter sur ses incapables de potes, il décide de passer lui-même à l'action. Et contrairement à ce qu'on pensait, ce n'est pas Logan que Magneto veut, mais bien Malicia. Après ça, on a droit à un bon duel d'esprit entre Magneto et Charles Xavier qui tente d'arrêter Magneto, mais afin de sauver la vie de tous les policiers qu'Eric menace de tuer, Charles le laisse partir. Gotta press your luck, Charles. I don't think I can stop them all. Still unwilling to make sacrifices. That's what makes you weak. Sans doute ma scène préférée du film d'ailleurs. Le sénateur Kelly arrive ensuite à l'académie grâce à qui Charles découvre le plan de Magneto avant que Kelly se transforme en flaque d'eau. Il souhaite transférer ses pouvoirs à la pauvre Malicia afin d'alimenter sa super machine qui transformera donc tout New York en mutant, ce qui tuera la pauvre fille. Pour la retrouver, Charles réutilise sa machine, mais à cause de Mystique qui avait injecté un produit bizarre dans la machine, le professeur n'arrive pas à les localiser et finit dans le coma. C'est finalement Jean qui utilise la machine de Charles afin de localiser Magneto. Ils se mettent donc en route afin d'aller sauver Malicia. You actually go outside in these things? What would you prefer? Yellow spandex? Ouais, j'avoue, ce serait ridicule. Imagine si en plus de ça, des fans avaient chialé pour avoir ce costume de merde qui amènera 24 ans plus tard à avoir un film qui reprend ce costume tout pourri juste pour leur faire plaisir. Ce serait con, non? Toad, Mystique, stay sharp. We're not alone. And you stay here. Once I give my power to the girl, I'll be temporarily weakened. You'll be my only defense. Un bon indice donc sur la suite des événements. On arrive donc au climax. Les X-Men arrivent à la Statue de la Liberté où les sbires de Magneto les y attendent. Commencent des scènes d'action qui sont elles aussi pas très inspirées et plutôt ridicules, mis à part le combat entre Wolverine et Mystique qui est quant à lui plutôt bien chorégraphié. Bon, ok, d'accord, ce plan-là est trop classe. Do you know what happens to a toad when it's struck by lightning? Same thing that happens to everything else. Mais c'est nul. Après une bonne petite idée de mise en scène de Singer, Wolverine se débarrasse de Mystique aussi. Hey, it's me. Prove it. You're a dick. Non. Dick, ça veut pas dire connard, non. Une fois arrivés au sommet, les X-Men tombent sur Magneto qui les emprisonne en 2-2 et explique que s'il fait ça, c'est en fait pour le bien commun. Car en faisant ça, tout le monde comprendrait la situation des mutants et tout le monde pourrait vivre ensemble. You're so full of shit. If you were really so righteous, it'd be you in that thing. Il marque un point. Mais Magneto les emmerde et va lancer sa machine. Logan arrive à se libérer et commence le combat contre Dents de Sabre qui est un peu le plus gros combat physique du film, mais là encore je trouve ça un peu ridicule. Et oui, bien sûr, les effets spéciaux ont vieilli. Genre cette scène là, elle est juste impossible. Mais comme Dents de Sabre est un incapable, Wolverine récupère les lunettes que Jean et Cyclope utilisent pour se débarrasser de ce tigre de merde. Mais Magneto arrive malgré tout à lancer la déflagration de sa machine. Wolverine fonce donc pour la détruire avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, les pouvoirs de Magneto empêchent le corps en adamantium de Logan de bouger. C'est finalement grâce à Cyclope qui tire sur Magneto que Wolverine parvient à détruire la machine. Mais la pauvre Malicia a pris cher et semble au bord de la mort. Mais Logan va utiliser son pouvoir afin de lui transmettre le sien de régénération pour lui sauver la vie avant de lui-même s'évanouir. Magneto et tous les autres mutants sont vaincus, même si cette pute de Mystique a pu s'en sortir en se faisant passer pour un humain qui se serait fait agresser par Wolverine. I think she's a little taken with you. You can
tell her my heart belongs to someone else. You know, you and I... How's the professor? Quel imbécile, putain. Mais bon, ça lui apprendra à vouloir gérer une fille déjà prise aussi. Après ça, le professeur indique à Wolverine où il pourrait trouver des réponses sur son passé. Il s'en va donc... Sans dire au revoir? Hey. Qu'est-ce que c'est que ce gros plan là? On ne fait que remarquer qu'elle a une mèche qui part dans sa bouche là. Après une bonne petite scène entre Logan et Melissa qui lui promet de revenir en lui demandant de garder sa chaîne avant qu'il ne vienne la récupérer, un peu une sorte de Shanks le roux avec le chapeau de paille de Luffy pour ceux qui ont de la culture, et on termine avec une très bonne scène entre Charles et Magneto, même si je n'ai pas compris pourquoi ils ont mis des pièces également en plastique dans le jeu d'échecs de Magneto vu que les pièces d'échecs sont faites en bois généralement, pas en métal. Et puis pourquoi elles sont blanches et transparentes? Même en restant noir et blanc, cela colle avec le message du film, mais bon bref. You know this plastic prison of theirs won't hold me forever. The war is still coming, Charles, and I intend to fight it. By any means necessary. And I will always be there, old friend. Et avec cette dernière scène, beaucoup trop classe, se finit le film X-Men. Bon, déjà, avant de commencer, sachez que la première fois que j'ai vu le film, je devais avoir 13-14 ans, je n'ai pas du tout aimé. Je l'avais trouvé très chiant. Je n'arrivais pas à m'attacher au personnage, ni à accrocher aux enjeux du film. Et je n'avais pas revu le film avant de me le regarder pour préparer cette vidéo. Tout ça pour dire que je ne partais pas vraiment optimiste quant à mon appréciation du film. Surtout que, comme je l'ai dit, je ne suis pas un fan des comics, et encore moins des comics X-Men. J'ai toujours trouvé ça trop bordélique, il y a des tonnes d'histoires, d'univers parallèles et des personnages différents. Je ne sais vraiment pas comment vous faites pour vous y retrouver dans ces BD là. Mais bref, en revoyant ce film, je dois dire que quand même, ce n'est pas aussi nul que dans mes souvenirs. J'aime bien le film, il y a vraiment des bonnes choses dedans, notamment la réalisation de Singer, que je trouve des plus pertinentes et en plus de ça, intéressante. La mise en scène de Bryan Singer se veut minimaliste, très simple. Le plus mis en avant est le jeu des acteurs, qui sont tous excellents dans le film, car le message d'X-Men est un message de lutte contre les discriminations. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, mais tous les personnages du film représentent une forme de discrimination. Charles Xavier envers les personnes handicapées, Magneto envers les homosexuels, Tornade envers les personnes de couleur noire, Malicia les porteurs du sida, etc. etc. Ils sont tous la représentation d'une lutte sociale. Et donc pour cela, le choix de Singer est très pertinent. Il ne veut pas montrer ses héros comme des dieux, des êtres surpuissants que la population acclame, mais au contraire, il les filme comme des personnages humains de la même façon que les humains dans le film. Aucun d'entre eux n'est iconisé, c'est notamment l'une des raisons pour lesquelles je pense ils ont foutu tous les costumes ridicules des comics à la poubelle, pour des costumes beaucoup plus simples et réalistes. Bon, à part Mystique, mais pour elle, tu n'as pas trop le choix. Cela apporte une subtilité au film, qui marche, car on voit que tous les mutants du film sont en fait des personnes isolées, en marge de la société, qui n'arrivent pas à s'y insérer. Et donc, pour certains, la fuient, comme c'est le cas de Wolverine ou Malicia par exemple. La mise en scène de Singer, même si elle n'est pas parfaite, accompagne donc parfaitement le message social du film. Et ça, on le comprend en grandissant malheureusement. Et c'est un bon point. X-Men est un film réfléchi. Tous ces éléments ont un sens. La fuite d'individus marginalisés, une chasse aux sorcières organisée par le gouvernement, comme ça a été le cas aux États-Unis durant la chasse au communisme de la guerre froide, qui amène à une véritable paranoïa, une mise en scène simple, sombre, réaliste, afin de montrer tout cela. X-Men n'est pas un film de super-héros comme les autres. En fait, il n'a rien de super-héros. Le film parle de la discrimination humaine, très réelle, très concrète, et ça a été très bien amené par Bryan Singer dans le film. Bon après, il y a toujours des trucs que je n'aime pas dans le film. La première est en fait également la mise en scène de Bryan Singer. Et oui, j'ai dit qu'elle était bonne, mais pas parfaite. Le premier point qui ne me plaît pas dedans, c'est le fait que, comme je l'ai dit, les scènes d'action ne sont vraiment pas terribles dans le film. La plupart sont ridicules, mal chorégraphiées, et en plus de ça, sans réelle intensité. Le moment le plus intense du film, c'est le duel à distance entre Magneto et le professeur X. Donc pas vraiment une scène d'action quoi, il n'y a pas du tout de violence dans cette scène. Et elle est géniale cette scène hein. Et ne venez pas me dire que c'est simplement parce que les effets spéciaux ont mal vieilli. S'il vous plaît. Oui, ils ont mal vieilli les effets spéciaux. Et à l'époque, ok, ça devait être incroyable. Mais ce n'est pas une excuse encore une fois. Déjà parce que de bons effets spéciaux peuvent très bien passer le coup des années. Même si de nos jours on fait beaucoup mieux. En fait, le problème véritablement de ces scènes d'action, c'est que justement, elles sont ridicules. Ça crée un décalage avec le reste de la mise en scène de Singer qui se veut simple et réaliste. Parce que ouais, d'un coup t'as une mise en scène calme, simple, qui montre le jeu
des acteurs. Et puis après tu as des scènes complètement tirées par les cheveux, où ils veulent trop en faire, abusent des cascades, où t'as l'impression que le mec lévite tant il est projeté lentement dans les airs. Donc tout d'un coup, dans un film bien rythmé, avec une mise en scène appuyant un propos intéressant, on a des scènes d'action qui viennent complètement nous sortir du truc. À un moment, j'étais limite plus en mode, oui ok, c'est bien, vous vous tapez, mais je m'en fiche moi. Remets-moi ce qui me plaisait avant là. Ouais, voilà ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas fan du climax du film. Car le film ne contient pas tant de scènes d'action que ça au final. Et c'est un bon point. Mais le problème c'est que du coup, elles sont toutes concentrées à la fin. Et du coup, le climax n'est pas du tout rythmé quoi. En fait, on se met même un peu chier. Je pense que même Bryan Singer ne savait pas vraiment quoi faire avec ces scènes d'action. Parce que lui, ce qui l'intéressait le plus, je pense que c'était le côté thématique. Et ça se voit clairement dans le film. Il a fait des scènes d'action parce qu'il était un peu obligé vu que c'est l'adaptation d'un comics. Mais en vérité, il s'en serait bien passé vu ce qu'il arrive à faire sans. J'ai aussi un problème avec pas mal des personnages. Car même si on a vu qu'ils avaient tous une interprétation, un message social, ben il y en a quand même beaucoup qui, à mon sens, ne servent à rien. Les plus évidents sont les sbires de Magneto, le catcheur, et lui là, ils sont parfaitement inutiles. Ils ne font rien d'important dans le film. Carrément, dans le sabre ne fait qu'échouer durant tout le film. Magneto aurait pu garder seulement Mystique, ça aurait été pareil. D'ailleurs, comme un symbole, c'est Mystique qui a la meilleure scène d'action du film. Où l'on voit que Bryan Singer s'est fait plaisir avec son pouvoir, avec des bons procédés de mise en scène. Mais en vérité, même les autres X-Men, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont inutiles, parce que c'est faux. Mais franchement, on aurait pu faire bien mieux avec. Cyclope n'est en réalité là que pour faire une petite rivalité avec Wolverine, qui est un peu trop simple à mon goût. Même le triangle amoureux avec Jean n'est pas assez développé, car on voit que Wolverine veut se la faire, qu'elle commence un peu à tomber dans le truc, mais on ne montre jamais la relation de Jean avec Scott. Ça ne fait que donner l'impression que le pauvre Scott se fait cuck. Et Tornade, c'est encore pire, elle est vraiment mise en retrait quoi. Elle ne parle presque pas dans le film en fait, alors qu'elle a des pouvoirs super balèzes. Elle apporte un petit commentaire sur le fait que les mutants ont peur des humains, montrant que la peur est des deux côtés, mais Malicia incarne à mon sens ce message là, et même Mystique le fait à sa façon. You know, people like you are the reason I was afraid to go to school as a child. Donc excusez-moi, mais Tornade, elle est un peu inutile dans le film. Mais pour finir, quand même, le point que j'aime le plus dans le film, ce sont les relations humaines, les rapports entre les personnages. Celle que j'apprécie, mais quand même un peu moins que l'autre, c'est celle entre Wolverine et Malicia. Cette relation mentor-protégé, voire à certains moments père-fille, est vraiment bien développée dans le film. On s'attache vraiment à ces deux personnages qui semblent tout opposés, mais qui sont en réalité proches. Même si l'un est un gros dur en quête de son passé, libre, qui ne demande rien des autres, et l'autre, une pauvre jeune fille effrayée par ses pouvoirs, qui fuit afin de ne pas faire de mal à ses proches, en d'autres termes, l'un cherche qui il est, l'autre cherche à fuir qui elle est. Mais au final, ces deux êtres ont plus en commun qu'ils ne le pensent. Ce sont toutes les deux des âmes perdues, qui ne se retrouvent pas dans la société, car ils n'y correspondent pas à cause de leur nature, et qui cherchent tous les deux une rédemption. Et cette rédemption, c'est tous les deux le professeur X qui leur donne, une fois qu'ils ont accepté de rester au sein de son école pour Malicia, et de collaborer avec les X-Men pour Wolverine. En d'autres termes, le film montre que tout le monde, quel qu'il soit, aura toujours besoin de ce besoin d'appartenance. Que lorsque nous passons outre nos différences, nous pouvons trouver notre salut et permettre à d'autres de trouver le leur. La relation entre Wolverine et Malicia illustre ce beau message, que nous avons tous besoin d'être au contact des gens qui nous acceptent pour ce que nous sommes afin de nous sentir épanouis. Bien que dans le cas de Wolverine, son épanouissement passe surtout par le fait que le professeur lui indique où aller chercher ce qu'il souhaite. Mais il n'empêche que c'est en s'associant avec les X-Men que Logan a pu accomplir l'une de ses motivations dans le film, à savoir protéger et aider Malicia, car leur relation est le message principal de ce film. Mais elle n'est pas ma préférée, car il y a une relation qui surpasse toutes les autres et est le vrai moteur du film, celle de Charles Xavier et de Magneto, l'antagoniste. En fait, ce n'est pas une relation, mais bel et bien une opposition. Le professeur et Magneto sont des rivaux, mais pas des ennemis. Au contraire, ils se respectent, mais ne peuvent pas s'associer, car ils s'opposent philosophiquement. Charles Xavier souhaite une coexistence pacifique entre les humains et les mutants. Magneto, lui, pense que c'est impossible, et souhaite se battre afin de défendre les droits des siens. Car il a vu dans son enfance le pire de ce que l'humanité puisse faire subir. Il ne croit donc plus en l'espèce humaine. Vous avez sans doute déjà entendu parler du fait que l'opposition idéologique de Magneto et Xavier s'inspire de celle de Martin Luther King Jr. et de Malcolm X. L'un grand preneur de la non-violence et l'autre motivé à défendre les droits des siens, afro-américains comme musulmans en Amérique, quitte à effectuer des actions de désobéissance civile, mais ayant comme point commun le même but: la paix et l'intégration de leur communauté. Car c'est exactement le même principe dans X-Men. Sauf que là, les deux sont directement opposés. Ils se font face. Magneto se bat tout autant pour la paix que Charles Xavier. Seulement, ses méthodes n'en font pas un homme de paix. Et c'est pour ça que malgré le fait que Charles Xavier ne lui souhaite pas du mal, car il connaît ses intentions, il se doit de le combattre. Et c'est extrêmement bien réussi dans X-Men. Toutes les confrontations, les dialogues, les scènes entre Charles Xavier et Magneto sont puissantes. C'est aussi dû aux excellentes prestations de Ian McKellen et de Patrick Stewart, dont l'un est
homosexuel et a toujours défendu la cause LGBT, et l'autre a joué dans Star Trek, série mythique pour avoir dès le début représenté la diversité au sein de son casting. Tous leurs échanges sont respectueux et cordiaux, car ils sont amis et se connaissent depuis longtemps, mais aussi remplis de nuances, car si l'un est un grand optimiste et l'autre un grand pessimiste, leur opposition crée donc la nuance de ce combat pour le droit des mutants. Et c'est ce qui fait qu'X-Men est un film de super-héros différent, c'est qu'il est plus profond que les autres. Il ne cherche pas à iconiser, il veut montrer le combat d'une cause sociale, de cette lutte contre la discrimination, que la tolérance et l'ouverture d'esprit est importante, et que les bonnes intentions de ce combat ne doivent pas être entachées par des mauvaises méthodes, car sinon elles seront elles aussi combattues. C'est pour ça que même s'il n'est peut-être pas parfait, que ce n'est pas le film de super-héros que j'aime le plus, je respecte beaucoup le travail d'X-Men, et je l'apprécie pour ce qu'il est, et pour ce qu'il fait. Bon, et sinon, nous on va s'arrêter là, vous connaissez la routine, like, plus abonnement, plus commentaires pour le référencement, ça aide beaucoup la chaîne, et n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter et sur TikTok. Sinon, moi je vous souhaite bon courage pour la suite de cet hiver moisi qui donne envie de se défenestrer. On se revoit au printemps avec les beaux jours j'espère, et le retour de la bonne humeur. C'était Tomixou comme vous préférez, à bientôt sur cette chaîne ou ailleurs, la bise.